des formes localisées, mais finalement, c'est peut-être pas plus mal de faire les formes localisées là et de terminer en apothéose la journée avec le traitement des rechutes. Donc, les formes localisées. Alors, l'intérêt de passer aussi en fin de journée, c'est que finalement, on a déjà beaucoup parlé au cours de la journée des formes localisées, et notamment avec le topo sur la radiothérapie. Donc, il y aura finalement là beaucoup de rappels et on va revenir sur des essais sur lesquels on est déjà venu. Bien, retenez déjà d'emblée, et ça a déjà été dit, les lymphomes de Hodgkin localisés, et on va parler là surtout des formes sus-diaphragmatiques, hein, je ne vais pas parler des formes sous-diaphragmatiques. C'est vraiment un groupe très hétérogène de patients. Et ça, c'est vraiment un des premiers messages qu'il faut garder, que d'une façon générale, le lymphome de Hodgkin est radio- et chimiosensible, avec des taux élevés de guérison. Et toute la problématique des formes localisées, on l'a déjà dit, c'est de limiter les toxicités à long terme chez ces malades qui ont des taux de guérison très élevés. On avait commencé la journée avec un petit peu d'histoire, ça a déjà été redit plusieurs fois, mais retenez que le lymphome de Hodgkin, ça a aussi été tout cancer confondu, le premier cancer qui a pu être guéri par des protocoles de polychimiothérapie, avec la publication donc, dans les années 70 de ce protocole MOP, basé sur la méclorétamine, qui avait été donc le premier produit de chimiothérapie développé à partir des années 40. Donc, on pouvait guérir à partir des années 70 les lymphomes de Hodgkin avec de la polychimiothérapie. Avant ça, les radiothérapeutes avaient déjà montré, au prix de champs d'irradiation très étendus, qu'on pouvait aussi guérir ces patients, et donc a fortiori les formes localisées, avec de la radiothérapie exclusive. Et finalement, on se retrouvait un petit peu à partir des années 70 avec ces deux stratégies. Radiothérapie exclusive, mais des champs de radiothérapie très étendus, le mantelet, le Y inversé, et des partisans de la polychimiothérapie exclusive. Et il a finalement fallu attendre quelques années, quelques essais pour arriver à ce qu'on a déjà montré, c'est l'intérêt des traitements combinés, les associations chimiothérapie plus radiothérapie. La BVD qu'on utilise toujours, pour rappel, hein, c'est des publications maintenant assez anciennes, et qui avaient donc montré, par rapport à ce fameux protocole MOP, une efficacité équivalente, mais moins de toxicité, et notamment puisque la méclorétamine, donc cette moutarde à l'azote, était un grand pourvoyeur de leucémie aiguë. Aujourd'hui, la méclorétamine ne s'utilise plus, si ce n'est sous forme de badigeon dans certains lymphomes T cutanés. Voilà. Et donc, le protocole ABVD, je vous l'ai remis ici pour que vous l'ayez quelque part, mais j'imagine bien que vous le connaissez déjà toutes et tous. Groupe hétérogène de patients, et donc il faut bien avoir en tête ces facteurs pronostiques avec ces deux principaux systèmes qui sont utilisés. Celui qu'on utilise en France, principalement les critères de l'ORTC et du LISA, et à côté, les critères du groupe allemand. En gros, les deux utilisent la vitesse de sédimentation, les deux utilisent le ratio médiastino-thoracique, les deux utilisent le nombre d'aires ganglionnaires, petite différence, 4 pour le LISA, le RTC, 3 pour le groupe allemand, et une différence sur un de ces 4 critères. Au niveau du LISA de l'ERTC, on prend en compte l'âge, supérieur ou égal à 50 ans,
et les Allemands ne tiennent pas compte de l'âge, mais tiennent compte d'une atteinte extraganglionnaire. Que fait-on à partir de ces facteurs pronostiques? Eh bien, dans la classification LISA-ERTC, on distingue, c'est pas compliqué, deux formes, favorables, défavorables. Les favorables n'ont aucun facteur de mauvais pronostic. Les Allemands, c'est un tout petit peu différent. Ils vont identifier trois formes, favorables, intermédiaires et défavorables. Les favorables, c'est pareil, n'ont aucun critère de mauvais pronostic. Les formes défavorables à l'extrême sont les stades 2B avec un bulk médiastinal ou une atteinte extraganglionnaire. Ces formes, on en reparlera un tout petit peu après. Les Allemands intègrent ces formes défavorables, 2B bulky ou 2B avec une atteinte extraganglionnaire, dans leur protocole de traitement des formes disséminées. Et entre les deux, ils ont leur forme intermédiaire. Donc voilà, ça c'est important aussi, parce que quand vous lisez dans la littérature des essais cliniques, faites bien attention quels sont les patients qui ont réellement été inclus dans ces essais cliniques. Autre rappel, alors on les avait déjà fait il y a quelques mois pour ceux qui étaient aux journées du LISA, mais c'est toujours des choses importantes à rappeler. Qu'est-ce qu'on appelle une aire ganglionnaire, puisque vous voyez que c'est un facteur pronostique. Ah non, pardon. Avant ça, juste un petit retour, j'ai oublié, la vitesse de sédimentation. Dans beaucoup de centres, la vitesse de sédimentation devient compliquée à avoir. Il y a beaucoup de CHU qui ne la font pas, qui ne la font plus. Et on a une tendance un peu naturelle à la remplacer par la CRP. Attention, il n'y a aucune équivalence démontrée entre la CRP et la vitesse de sédimentation. Dernier patient que j'ai vu avait une CRP à 40, c'était un stade localisé avec une grosse masse médiastinale, CRP à 40, VS à 4. Voilà. Donc, il n'y a pas d'équivalence et ça reste rigoureusement la vitesse de sédimentation qui doit être utilisée. Les aires ganglionnaires, elles sont au nombre de 5. Elles correspondent donc à ces grands champs de radiothérapie. Donc, tout ce qui est cervical, susclave, sous-claviculaire, c'est une aire ganglionnaire. Tout ce qui est axillaire, rétropectoral, c'en est aussi une. Et l'ensemble du médiastin tient lieu pour une seule aire ganglionnaire. On parle aussi, dans les deux classifications, du ratio médiastino-thoracique. Là aussi, attention, c'est sur une radiographie du thorax de face que ça se mesure. La largeur du médiastin, du thorax ne se mesure pas n'importe où, elle se mesure à la hauteur de T5, T6, ce qui correspond à la bifurcation trachéale. Donc, le thorax, on repère sur la radio la bifurcation trachéale et on mesure la largeur du thorax à cet endroit. La largeur du médiastin, la plus grosse largeur du médiastin, elle, se mesure n'importe où, là où la masse tumorale est la plus importante, mais la largeur du thorax, c'est au niveau de la bifurcation trachéale. Donc voilà, ces quelques éléments sont quand même importants à avoir à l'esprit pour justement bien classer les patients dans les facteurs, dans les groupes pronostiques. Alors, les principes généraux, donc on a dit qu'à partir des années 70, voilà, il y avait la chimiothérapie exclusive possible, il y avait la radiothérapie avec ces grands champs de radiothérapie, et puis rapidement, là, mais voilà, les principaux essais Princeps qui ont un petit peu démontré l'intérêt de ces traitements combinés. Il y a eu l'essai H7 qui avait été fait par l'ERTC, le groupe français, l'essai HD7 par le groupe allemand. À chaque fois, c'était de la radiothérapie qui était utilisée avec des champs étendus dans l'essai H7 pour les patients là qui étaient favorables. Donc, c'était radiothérapie exclusive versus alors un protocole de chimiothérapie qui était le BVP à l'époque, plus une radiothérapie là, de type involved field. Donc, on réduisait déjà un petit peu l'intérêt de l'importance des champs de radiothérapie. Et en gros, ces deux essais ont tous les deux démontré qu'une combinaison chimiothérapie plus radiothérapie faisait mieux qu'une radiothérapie exclusive avec des champs étendus. Il y a aussi eu des comparaisons chimiothérapie exclusive versus traitement combiné. Alors ça, c'est un essai qui a été publié dans le New England en 2012 qui comparait donc ABVD, monothérapie, versus
des patients qui avaient une irradiation donc subtotale, nodal irradiation, donc des champs étendus, soit radiothérapie seule, soit radiothérapie plus 2 ABVD. Et qu'a montré cet essai? Eh bien, en termes de survie sans progression, donc de contrôle de la maladie, on voit que les patients traités par radiothérapie seuls avaient une meilleure PFS. Par contre, en survie globale, les patients traités par chimiothérapie seuls avaient une meilleure survie globale à cause de tout ce qu'on a déjà parlé auparavant, c'est-à-dire les décès liés aux toxicités à long terme de cette radiothérapie très étendue. Donc, en gros, voilà comment on en est arrivé à dire que les traitements combinés doivent être les traitements de référence en limitant les champs de radiothérapie de type au minimum involved field, puis involved site, puis involved nodes, comme on en a déjà parlé. Et donc, toute la problématique du traitement des formes localisées, eh ben, c'est garder un bon contrôle tumoral, qui doit peser lourd, évidemment, dans la balance, tout en réduisant toute la problématique des toxicités à long terme. Alors, revoyons un tout petit peu, mais encore une fois, les essais ont déjà été vus, la problématique des patients localisés de pronostics favorables. Alors, le bras standard ou de référence sur lequel on va partir, on va dire que c'est 3 ABVD plus 30 grés de radiothérapie. Et ça avait été à l'époque montré par, là aussi, un grand essai français qui a été publié dans le New England en 2007 et dans lequel les patients avaient 3 cures, donc cette alternance dont on a aussi déjà parlé, MOP-ABV, plus une radiothérapie de type involved field versus radiothérapie avec des champs étendus. Et dans cet essai, on a montré que 3 cures de chimiothérapie plus la radiothérapie permettaient à la fois d'avoir un bénéfice en contrôle de la maladie, mais aussi un bénéfice en survie globale, comme vous pouvez le voir sur ces 2 courbes. Et donc après, comme on a dit, dans ces formes localisées favorables, toute la question, c'est vraiment d'arriver à limiter la toxicité. Et donc, une des premières questions, on l'a déjà vu aussi, le groupe allemand s'est posé la question, peut-on réduire le nombre de cycles de chimiothérapie et peut-on réduire la dose de rayons? Et donc, on a déjà vu que pour le groupe allemand, le standard était devenu 2 cures d'ABVD et 20 grés de radiothérapie. Pardon, excusez-moi. Donc, 2 cures d'ABVD et 20 grés de radiothérapie qui faisaient aussi bien que 4 cures d'ABVD et 30 grés de radiothérapie. Les Allemands ont poussé encore plus loin le concept en se disant peut-on réduire le nombre de molécules de chimiothérapie qu'on va utiliser? Et c'était les CHD13. Et dans cet essai, ils ont essayé d'enlever les principales molécules. On enlève la bléomycine, on enlève la dacarbazine et on enlève les deux, la bléomycine et la dacarbazine. En gros, le message, c'est quand même, on ne peut pas tout retirer comme produit de chimiothérapie. Et à chaque fois qu'on retire une drogue, finalement, on va perdre en contrôle de la maladie. Néanmoins, ce qu'on peut remarquer, c'est que la courbe pour laquelle, par rapport à l'ABVD, on semble perdre le moins, c'est la courbe quand on retire la bléomycine. On a déjà vu pour les stades disséminés qu'on pouvait retirer la bléomycine chez les patients qui avaient une TEP négative après 2 cures. On retrouve à peu près cette notion ici, c'est en retirant la bléomycine qu'on perd le moins en contrôle de la maladie. Et vous voyez, les 2 courbes bleues sont les 2 courbes dans lesquelles la dacarbazine a été retirée. Et globalement, la dacarbazine reste quand même un produit de chimiothérapie important dans le protocole ABVD. Donc, non, on ne peut pas trop retirer de molécules, on garde quand même le protocole ABVD.
Et puis, on en revient à notre protocole H10. On en a déjà beaucoup parlé. Donc, arrivent les stratégies guidées par la TEP. Donc, là, vous avez l'ensemble du protocole. On revoit rapidement les formes favorables, les formes défavorables. À chaque fois, un bras standard. Une TEP à 2 cures donc, qui n'était pas décisionnelle. Et pour les formes favorables, donc 3 ABVD et 30 grés de radiothérapie. Un bras expérimental qui lui était guidé par la TEP. TEP faite après 2 cures. Les patients avec une TEP positive escaladent par du BICOP et on garde la radiothérapie. Et pour les patients, donc ça c'était dans les 2 bras, qu'ils soient que les patients étaient favorables ou défavorables, PET de pause, on fait 2 BICOP et on garde la radiothérapie. Patient avec une TEP négative, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la radiothérapie, c'était la question, mais on va faire plus de chimiothérapie. Donc 4 ABVD au lieu de 3 pour les formes favorables, 6 ABVD au lieu de 4 pour les formes défavorables. Et donc, avec Karine Peignot, on a déjà vu les résultats. Donc, que dit cet essai? On ne peut pas, enfin en tout cas, c'est un essai de non-infériorité, et cet essai n'a pas démontré la non-infériorité des bras sans radiothérapie pour les patients qui avaient une TEP négative à 2 cures. PFS à 5 ans, donc pour les formes favorables, 99 versus 87, et pour les formes défavorables, 92 versus 89. Alors, comme l'a dit là Karine Peignot, on ne peut pas se passer des radiothérapeutes. Néanmoins, deux choses. Dire que la non-infériorité n'est pas démontrée ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est qu'avec ces hypothèses statistiques qui avaient été prédéfinies, elle n'a pas pu être démontrée. Premier élément qu'il faut garder à l'esprit. Deuxième élément, certes, on perd en contrôle de la maladie, mais gardez quand même à l'esprit que même sans radiothérapie, plus de 87% des patients ne rechutent pas. Donc, on ne peut pas rigoureusement dire on peut enlever les rayons, puisque la non-infériorité n'a pas été démontrée, mais tout de même, 87% de PFS, ce n'est pas négligeable. Et chez les patients défavorables, c'est vraiment eux chez qui le retrait ou le fait de se passer de la radiothérapie semble avoir le moins d'impact. Et pareil, on avait vu 2 autres essais qui avaient aussi posé cette question. Donc, les Allemands avaient gardé leur bras de référence, 2 ABVD 20 grés. Peut-on enlever la radiothérapie, ne faire que 2 cures d'ABVD? C'était les CHD16. La réponse est non. La non-infériorité n'a pas été démontrée. Et l'essai rapide, dont on a déjà parlé aussi, TEP après 3 cures d'ABVD. Si la TEP est nègre, on s'arrête là. Et si les patients avaient une TEP positive, ils avaient de la radiothérapie. Et là aussi, vous voyez, dans cet essai rapide, le fait d'enlever la radiothérapie perd quand même en contrôle de la maladie. Statistiquement, la non-infériorité n'est pas montrée, mais néanmoins, 90% quand même de survie sans progression. Donc, voilà, des chiffres qu'il faut quand même garder à l'esprit et à garder dans la discussion quand on choisit de se passer de rayons chez ces patients. Donc, voilà pour les formes favorables. Qu'en est-il maintenant des formes défavorables? Le standard sur lequel on va partir pour raisonner, cette fois-ci, c'est 4 cures d'ABVD et 30 grés de radiothérapie. Et là aussi, c'était l'essai H8, cette fois-ci pour le groupe défavorable, qui avait permis d'établir un petit peu ce protocole en montrant que faire 6 cures de chimiothérapie versus 4, finalement, n'apportait rien. Donc, autant rester à 4 cures de chimiothérapie, avec à l'époque cette alternance MOP-ABV. Et les Allemands ont aussi montré ça dans l'essai HD11, où pareil, ils ont pris 4 cures d'ABVD plus 30 grés, où ils ont essayé soit
de monter en utilisant du BICOP, mais attention, du BICOP standard, pas du BICOP escaladé, et de modifier un petit peu la dose de rayon. Est-ce qu'on peut faire moins que 30 gray de radiothérapie? Sur TCHD11, ce qu'on peut voir, il n'y a qu'une courbe finalement qui sort du lot. C'est la courbe 4-ABVD plus 20 gray. Ça veut dire que dans ces formes défavorables, on ne peut pas trop baisser quand même la dose de rayon. Donc, il faut quand même garder les 30 gray. Et par contre, vous voyez que légèrement augmenter un peu plus l'intensité du traitement avec du BICOP standard par rapport à la BVD n'apporte rien. Donc, pareil, autant rester à la BVD. Mais attention, donc c'était le BICOP standard que normalement, vous n'utilisez plus aujourd'hui dans les services. La problématique pour ces formes défavorables, autant donc pour les formes favorables, c'est de diminuer l'intensité du traitement tout en gardant le contrôle de la maladie. Pour les formes défavorables, l'idée, c'est quand même d'être plus actif et d'obtenir un meilleur contrôle de la maladie. Et donc, il y a eu l'essai HD14 des Allemands, où cette fois-ci, ils n'ont plus utilisé du BICOP standard, mais du BICOP escaladé, avec ce traitement qu'on a déjà vu, 2 BICOP escaladés, plus 2 ABVD, et la radiothérapie derrière. Et là, en utilisant du BICOP escaladé, on améliore le contrôle de la maladie. Donc, c'était devenu leur référence pour les formes défavorables, 2 BICOP escaladé, 2 ABVD, radiothérapie. Une fois qu'on a intensifié la chimiothérapie, c'est de nouveau poser la question, peut-on enlever la radiothérapie? C'est donc les CHD17, dans lequel ils ont repris leur bras de référence, de BICOP, 2 ABVD, et les patients avec une TEP négative, mais attention dans l'essai, donc on l'a dit, TEP, c'est score de Deauville, TEP négative, c'est score de Deauville 1 ou 2. Les patients avec une TEP négative étaient randomisés entre surveillance, arrêt du traitement ou radiothérapie. Et leur bras standard comportait, quel que soit le résultat de la TEP à 4 cures, la radiothérapie qui était maintenue à la dose de 30 gray. Et donc, c'est finalement aujourd'hui le seul essai qui a, oui, démontré qu'on pouvait, dans certaines situations, se passer de la radiothérapie, puisque les résultats sont équivalents entre le bras expérimental, radiothérapie guidée par la TEP après 4 cures, versus le bras standard, dans lequel tous les patients avaient les 30 gray de radiothérapie. Vous voyez les taux de PFS à 5 ans, 97% dans le bras standard et 95% dans le bras guidé par la TEP à 4 cures. Mais attention, en prenant l'échelle, un score de Deauville 1 ou 2 pour dire que la TEP est négative, c'est plus de 30% des patients qui avaient quand même une TEP positive au final. Donc quand même 30% des patients ont tout de même eu de la radiothérapie dans ce bras expérimental qui était guidé par la TEP. Ensuite, toute la problématique avec l'apparition des traitements guidés par la TEP était que faire des patients avec une TEP positive. Et là aussi, on en revient à notre protocole H10 dans lequel, on l'a déjà vu, les patients avec une TEP positive à 2 cures bénéficiaient de cette escalade de dose, de cette escalade d'intensité de traitement avec du BICOP escaladé, tout en conservant la radiothérapie. Et là aussi, donc, ces courbes qui ont montré l'amélioration de la survie des patients qui bénéficiaient de cette escalade par du BICOP versus le maintien par de la BVD. PFS à 5 ans, 90% versus 77%. Petit cas particulier, on en a déjà aussi parlé, c'est toute cette problématique de ces stades 2B avec une grosse masse médiastinale ou une atteinte extraganglionnaire. Comment traiter ces patients? Ils peuvent être aussi bien inclus dans des essais purement localisés, c'était le cas dans les CH10. Ces patients, puisque c'était les critères du LISA de l'ERTC, ils pouvaient être traités comme des stades totalement localisés, ou
dans les critères allemands, être inclus dans les essais disséminés. Alors, il se trouve qu'en France, l'essai AHL 2011 qu'Olivier avait réalisé, en fait, se basait sur les critères d'inclusion des formes disséminées du groupe allemand. Et donc, ces formes 2B, bulky ou avec une atteinte extraganglionnaire pouvaient être inclus aussi dans l'essai AHL 2011 et être traités comme des formes disséminées. Commence par 2 bicopes et des escalades si la TEP est négative après 2 cures. Et donc, on a repris, c'est le travail qu'avait fait Cédric Rossi, il a repris ces formes 2B, bulky ou atteinte extraganglionnaire, traitées comme délocalisées dans H10 ou comme des disséminées dans HL 2011. Et en gros, si on prend l'ensemble des patients, vous voyez que l'impact du traitement n'a pas d'effet sur la survie sans progression. Alors après, comment s'aider pour choisir un tout petit peu à orienter notre choix? C'est ce qu'on avait un petit peu dit ce matin. C'est probablement là que définir de façon efficace la meilleure façon de déterminer le volume métabolique tumoral pourra aider, en orientant sans doute les patients avec un haut TMTV vers des traitements type AHL 2011 et garder des traitements type localisé pour des formes avec un faible TMTV. Encore une fois, aujourd'hui, on ne peut pas le faire en routine et donc, pris dans leur ensemble, pas vraiment d'effet sur la survie sans progression. Pour terminer, quelques mots juste sur la place de l'immunothérapie en première ligne des lymphomes de Hodgkin. En France, on avait regardé ce qu'on pouvait faire avec les C-Bridge en associant donc le brintuximab avec la BVD. Enfin l'AVD, puisqu'on retire la bleomycine. Donc, c'était un essai de phase 2 dans lequel tous les patients avaient 4 cycles de chimiothérapie, soit le bras standard, ABVD, 4 cures, plus la radiothérapie 30 degrés pour des stades localisés défavorables, ou alors l'association BVAVD plus radiothérapie. À l'époque, quand on avait écrit l'essai Bridge, on n'avait pas encore les résultats de la TEP à 2 cures, donc les patients avaient tous une TEP à 2 cures, mais elle n'était pas décisionnelle. Par contre, l'objectif principal de l'essai était d'améliorer le taux de TEP négative après 2 cures. Parce qu'on savait déjà que ça avait un impact pronostique, mais on ne savait pas comment, si escalader le traitement allait pouvoir améliorer la survie des patients. Donc, l'essai était positif. Effectivement, l'association BVAVD permet d'améliorer le taux de TEP négative après 2 cures, 82%, versus les 75% de TEP de neg qui étaient attendus en traitant les patients avec de la BVD. Bien, pas de survie néanmoins, pas de bénéfice en survie globale. Et on s'est aussi intéressé au TMTV dans cet essai Bridge, en prenant le même seuil que celui dont Anne Ségolène vous a parlé ce matin, qui avait été défini dans les CH10, c'est-à-dire ce seuil de 147 cm3. Et on a bien retrouvé, donc dans une série indépendante, l'impact de ce seuil, avec un pronostic plus défavorable pour les patients qui ont un TMTV élevé. Et en regardant l'impact du traitement chez les patients qui ont un TMTV élevé, donc ici, dans cette situation, c'est chez les patients finalement qui ont un haut TMTV où on a l'impression que l'association BVAVD semble avoir un intérêt, puisque vous voyez que le pronostic des patients au TMTV traités par de la BVD reste largement insuffisant. Donc aujourd'hui, BVAVD n'a pas d'AMM, pas de remboursement dans le traitement des formes localisées. On ne sait pas encore précisément quel sera le sous-groupe de patients qui peut réellement bénéficier de cette association, mais probablement, et si on a la chance d'y arriver, on essaiera de le montrer dans un futur essai, que c'est peut-être chez les patients qui ont un TMTV élevé. Il y a déjà, l'association BVAVD, elle est aussi, alors là,
donne des noms, mais c'est les essais qu'il faudra un petit peu suivre dans les mois ou les années à venir. Il y a un essai qui s'appelle l'essai Radar, qui évalue aussi l'association BV-AVD en première ligne dans les lymphomes d'Hodgkin localisés. Et là aussi, l'idée, c'est que les patients qui ont une TEP négative après 2 cures de BV-AVD n'ont qu'une troisième cure et on s'arrête là. Donc, pas de radiothérapie chez ces patients qui sont en RC après 2 cures de BV-AVD. Les patients qui ont une TEP positive et qui ne progressent pas sont traités par 2 cycles supplémentaires, donc 4 cures, avant d'avoir tout de même une radiothérapie complémentaire. Donc, autre essai qui apportera aussi des informations, mais ce n'est pas la même population que l'essai Bridge, ce n'est pas des patients défavorables et qui n'ont pas de forme bulky médiastinale. Les inhibiteurs de PD-1, on a déjà vu leur intérêt avec cet essai qui avait déjà été montré par Thomas Gastin quand il a parlé des formes disséminées. Je l'ai remis ici parce qu'ils incluaient aussi des stades localisés défavorables où le pembrolizumab était donné en monothérapie 3 cycles initialement, puis ensuite associé à une chimiothérapie de type AVD. L'intérêt, c'est de montrer, donc, dans cette administration séquentielle, déjà, on retrouve les taux de réponse qui sont de 37% après 3 cycles de pembrolizumab en monothérapie. Et puis ensuite, vous voyez ces taux de réponse, mais attention, sur quelques dizaines de patients uniquement, 30 taux de réponse de 100%. Donc, c'est très encourageant, mais on ne peut tirer aucune conclusion sur un essai de phase 2 avec 30 patients. Néanmoins, le groupe allemand, toujours lui, a aussi évalué l'intérêt de l'utilisation du nivolumab, et cette fois-ci chez les patients avec une maladie localisée. Et donc, c'était l'essai NIVAL, avec 2 stratégies d'utilisation du nivolumab, soit concomitante de la chimiothérapie par AVD, soit séquentielle. D'abord 4 cures de nivolumab, ensuite 2 cures de nivolumab AVD, 2 cures supplémentaires d'AVD, et après, il gardait quand même encore la radiothérapie pour les patients. Donc, essai NIVAL, les résultats avaient été présentés à l'ASH en 2022. Ils viennent d'être publiés il n'y a pas longtemps, là, en février, dans le JCO. Et vous voyez un contrôle de la maladie qui semble quand même très bon dans ces formes localisées, puisqu'on est à 100% de PFS à 36 mois avec l'administration concomitante et 98% dans l'administration séquentielle. Attention, là aussi, c'est une cinquantaine de patients dans chaque bras, mais néanmoins, c'est très encourageant pour la place des anti-PD-1 en première ligne. Les Allemands, ensuite, pareil, retenez l'essai INDI qu'il faudra un petit peu surveiller à l'avenir, c'est leur essai actuel. Donc, chez des sujets âgés, chez les stades localisés défavorables, ils utilisent un autre anti-PD-1, le tislelizumab, avec, là, cette fois-ci, 2 cycles en monothérapie, une TEP. Les patients qui sont TEP négatives après ces 2 cycles restent sous traitement par tislelizumab seul. Les patients avec une TEP positive ont la combinaison avec l'AVD, nouveau staging à la fin de cette partie, donc de ces 4 cycles de traitement. Et pour les patients qui ont une TEP négative, pas de radiothérapie, simple surveillance. Donc au final, on arrive à un bras où les patients ne peuvent avoir que 6 cures d'anti-PD-1 sans radiothérapie. Donc c'est l'essai INDI dont il faudra voir un tout petit peu ce que ça va donner. L'essai rafting, on va peut-être pas trop tarder, on est dans les temps. L'essai rafting, c'est un autre essai, donc on ne va pas trop détailler, mais qui va aussi évaluer la place du nivolumab, cette fois-ci en traitement de maintenance dans certaines formes localisées.
Et c'est compliqué. Là aussi, c'est des essais sur lesquels on pourrait discuter un certain temps sur le bien fondé et le rationnel. Cet essai rafting n'a pas été autorisé en France par l'ANSM, notamment en raison d'un bras potentiel où les patients n'avaient que 2 cures d'ABVD, puisque s'ils étaient tête de nègre et avec un low volume métabolique tumoral, ces patients ensuite pouvaient n'avoir aucun traitement complémentaire. Ça a posé souci et au final, cet essai n'a pas pu être ouvert en France. On devrait, je pense, bientôt avoir des premiers résultats théoriquement. Donc voilà, les essais un petit peu à suivre pour évaluer davantage la place à la fois du brentuximab et des anti-PD-1 dans le traitement de ces formes localisées de lymphome de Hodgkin. Donc, en conclusion de tout ça, retenons que ce qui est vraiment important, c'est optimiser le contrôle de la maladie tout en réduisant les toxicités à long terme. Et c'est toute la problématique de la place de la radiothérapie, mais aussi de l'intensité de la chimiothérapie. Que les traitements combinés ont été pendant longtemps le traitement de référence, mais maintenant que les stratégies guidées par la TEP, l'arrivée des nouvelles drogues avec le brentuximab, les anti-PD-1 vont un peu venir chambouler tout ça et probablement permettre d'offrir des stratégies sans radiothérapie tout en gardant le contrôle de la maladie, mais que néanmoins, à ce jour, ces stratégies avec du brentuximab ou avec des anti-PD-1, elles ne sont pas encore clairement établies et il faut vraiment définir quels sont, les patients qui vont réellement bénéficier de ces nouvelles drogues, pas tous. Il n'y aura pas nécessité de faire BV-AVD ou niveau AVD dans tous les lymphomes de Hodgkin localisés. Et ensuite, quelle est la meilleure modalité d'administration